Welcome les amis, on se retrouve pour le Match of the Day édition NFL. Dans le programme du jour, on va parler d'un choc dans la NFC West entre les Seattle Seahawks qui recevaient les Arizona Cardinals. Un choc qui pourrait avoir des incidences quant à une possible qualification d'une ou des deux équipes en playoff cette saison. Voilà, commençons donc directement par le score de ce match. Une victoire 39-32 des Arizona Cardinals, 4 touchdowns de chaque côté, mais surtout un match qui reflète réellement le début de saison de ces deux équipes. En effet, on a vu d'un côté des Arizona Cardinals qui sont vraiment sereins, qui développent un bon jeu, mais qui malgré tout ont des petites périodes de doute, des petites périodes où ils réussissent pas ce qu'ils devraient réussir d'habitude. Et de l'autre côté, on a vraiment des Seattle Seahawks qui sont que l'ombre de ces 2 dernières années, qui arrivent à s'en sortir malgré tout, par à coup, mais qui restent quand même décevants par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir d'eux. Justement, c'est ce que l'on va débriefer aujourd'hui dans cette édition du Match of the Day. Nous allons voir en fait qu'est-ce que ce match nous montre des Seattle Seahawks cette saison. Et qu'est-ce que ce match nous montre des Arizona Cardinals. Et commençons donc directement par ce que ce match souligne sur la franchise de Seattle. Et elle souligne un gros problème dans son jeu à la passe. Problème qui avait déjà été le cas depuis le début de la saison, je tiens à le noter. Mais là, qui se concrétise encore sur ce match. Russell Wilson a lancé donc 32 passes, mais seulement 14 ont trouvé un receveur. Soit 44% de passes réussites. Il a été intercepté une fois. Il a fait un fumble. Bon, même si là, ce fumble-là n'est pas réellement de la faute de ses receveurs ou de la ligne offensive. Là, c'est vrai que ce fumble est réellement de sa faute à lui-même. Mais c'est quand même une mauvaise statistique à noter. D'ailleurs, justement, je parlais de son interception. C'est sa 7e cette saison. Ça fait beaucoup quand même pour une superstar de son calibre. Je n'ai pas les statistiques des autres, mais je pense que, à ce que j'ai lu ces dernières semaines, les quarterbacks ayant déjà gagné un Super Bowl, ce qui est donc le cas de Russell Wilson, je pense pas qu'il y en ait beaucoup qui soient déjà à cette interception. Donc voilà, ça prouve quand même que Russell Wilson n'est que l'ombre de ces dernières saisons. De plus, il a marqué qu'une seule passe de touchdown sur ce match-là, sa 10e cette saison. En 9 matchs, ça fait un peu plus d'une passe de touchdown par match, là aussi très décevant. Quand on voit que des gens comme Marcus Mariota ou Tom Brady font des matchs à plus de 4 passes de touchdown, c'est que réellement il y a un niveau augmenté du côté de Russell Wilson. À titre indicatif, Palmer, qui était son opposant direct sur ce match, donc le quarterback des Cardinals, a lui lancé 48 passes pour 29 complétés, soit 60,5%. Et surtout, lui est à 3 passes de touchdown sur ce match. Et justement, quand on regarde les yards gagnés par les deux équipes à la passe, on voit que là encore, il y a un problème. Vu que 334 yards ont été gagnés du côté de la franchise de l'Arizona, alors que du côté de Seattle et de Russell Wilson, seulement 228 yards ont été gagnés à la passe, bien sûr. Et notons que seulement 7 first down, c'est-à-dire ont été gagnés à la passe, donc par Russell Wilson, sur 20 en rush. C'est-à-dire qu'en gros, à chaque fois que les Seattle Seahawks ont eu de nouvelles tentatives, 20 fois ce fut grâce au jeu à la course, donc Russell Wilson ou Marshall Lynch qui court, et seulement 7 fois à la passe. Cela encore, c'est vraiment décevant pour un quarterback de ce calibre, et surtout pour une équipe de ce calibre qui, pour rappel, a fait les 2 derniers Super Bowl. De plus, il y a aussi un problème du côté de la ligne offensive des Seattle Seahawks, là aussi décevante. Je vais parler donc de Russell Wilson qui a du mal à lancer, qui a du mal à trouver ses receveurs. Cela peut aussi s'expliquer par le fait que voilà, il est pas rassuré par sa ligne offensive, il a moins de temps pour pouvoir jeter un coup d'œil et donc regarder ses receveurs qui sont démarqués. Donc forcément, ça entraîne certaines passes non complétées.
De plus, il prend un safety assez bête, Russell Wilson, sur ce coup. Alors, la ligne offensive peut être exempte de reproches quand même sur ce safety malgré tout. Étant donné que si on regarde bien les images, Russell Wilson qui court, qui percute un défenseur, fumble, il recouvre le fumble, mais dans sa propre end zone. Et là, derrière, il prend un safety, mais le problème c'est que la ligne offensive y est pour rien. C'est-à-dire que, du moment où il y a fumble, la ligne offensive se concentre plutôt à recouvrir le fumble et justement éviter de perdre la balle, étant donné qu'on est à moins de 3 yards de la propre end zone. Au lieu de couvrir un peu mieux Russell Wilson, c'est dommage, hein, mais voilà, ça fait perdre 2 points, ça fait gagner 2 points à son adversaire. Donc voilà. Après, c'est vrai que sur ce match, la ligne offensive a été décevante, mais est malgré tout exempt de certains reproches par rapport à certains autres matchs. Mais malgré tout, je compte à souligner une mauvaise performance encore une fois de la ligne offensive. Et enfin, pour terminer, je ne vais pas m'acharner malheureusement sur les Seahawks. Mais là, la Legion of Boom n'est plus ça. Cette défense qui était intraitable ces dernières saisons n'est plus la Legion of Boom. 39 points ont été concédés sur ce match-là. Je n'ai pas les autres stats, mais là encore, je crois que c'est le pire score qu'ils aient pris depuis la création donc de cette ère Legion of Boom, avec l'arrivée donc de Sherman, Chancellor, Wagner et tous ceux que l'on connaît. Depuis, ils ont concédé au total 451 yards et ont laissé 47% des troisièmes tentatives adverses ont été passées. Là, on peut voir que voilà, c'est des stats qui ne ressemblent pas en fait à la Legion of Boom, à ce qu'on a l'habitude de voir du côté de la défense des Seahawks. De plus, on a seulement une interception donc du côté de Seattle, contre, je crois qu'on en est à 2 du côté des Arizona Cardinals. Enfin, voilà, là encore une fois, c'est assez décevant par rapport à ce que l'on a l'habitude de voir. D'ailleurs, ça fera dire, si je me rappelle bien, Alain Mattei, dans le touchdown, dans le podcast de Touchdown Actu, que la Legion of Boom est devenue la Legion of Porte Ouverte. Et malheureusement, je suis obligé de concéder ces propos quand on voit tant la défense en fait n'a pas été au niveau sur ce coup-là, clairement, à part dans le 3e et 4e quart-temps où ils ont montré un visage un peu plus ressemblant à l'habitude, en recouvrant notamment un fumble et qui permet donc d'aller au touchdown. Sinon après c'est tout simplement décevant, c'est pas ce qu'on a l'habitude de voir en fait du côté de Seattle. Et c'est ça qui est vraiment dommage quand on sait que Seattle pouvait espérer un 3e Super Bowl une 3e qualification en Super Bowl d'affilée. C'est vraiment dommage. Et en plus, malheureusement, ces défauts permettent de soulever un autre défaut, c'est Marshall Lynch. Beast Mode, on l'appelait, là, ce n'est plus Beast Mode sur ce match. 8 portées pour seulement 42 yards de gagné. Ça fait que du 5 yards environ par portée, ce qui est assez décevant. Il met quand même un touchdown, mais c'est un touchdown dans la red zone. Enfin, qui part de la red zone. Donc là, encore une fois, ça fait pas beaucoup de yards de gagné. Et quand on voit à titre indicatif un de ses principaux adversaires, Ellington, donc du côté des Arizona Cardinals, est à lui à 61 yards pour 5 portées. On voit quand même que c'est pas des stats qu'on a l'habitude de voir du côté de Marshall Lynch. Notons quand même en face une performance des Arizona Cardinals bonne dans l'ensemble, rassurante, qui leur permet de mettre un pied en playoff. Et il en reste pas beaucoup pour que le deuxième pied y aille aussi en playoff. Et malheureusement, ce qui leur a manqué, c'était la régularité sur ce match. Ils ont été bons. Très bons même par moment. Mais en 3e quart-temps notamment, ils ont un peu déçu. Ils prennent 2 touchdowns. Et c'est là que ils sont menés donc en début de 4e quart-temps. Ça a permis de rassurer les Seahawks malgré tout, qui ont fait un 4e quart-temps passable par rapport à d'habitude. Enfin, du moins par rapport à d'habitude sur ce match. Mais bon, derrière, les Arizona Cardinals arrivent à remonter. Heureusement pour eux. Mais voilà, ils ont été rassurants sur ce match. Mais il y a eu ce petit passage à vide qui malheureusement les caractérise. C'est vraiment le reflet de cette saison quand on regarde les Arizona Cardinals. C'est-à-dire qu'ils font de bons matchs. Et puis il y a des moments où c'est les passages à vide. Alors quand les passages à vide
c'est une petite période de match, ça passe. Mais quand ça devient un match, ça devient plus problématique. Donc voilà, faut qu'ils fassent attention sur ce coup-là, les Arizona Cardinals, à ne pas avoir d'autres passages à vide comme ça durant leur match. Voilà, maintenant faisons un petit top et flop de cette rencontre. Alors, je vais commencer déjà par les bons points, les points positifs, les tops. Avec donc en premier, bien, le quarterback des Arizona Cardinals, Palmer, il est vraiment présent, en fait. Voilà, on dit que quand Palmer peut jouer toute une saison, les Arizona Cardinals sont en forme. Et c'est le cas, comme je l'ai dit, 60,5% de passes complétées. Il est une des personnes qui a permis de gagner ses 228 yards à la passe, vu que c'est lui qui fait les passes. Il a couru à de nombreuses reprises aussi en learn option. Enfin voilà, il a vraiment été bon sur ce match. Il a été digne d'un très bon quarterback, d'un quarterback de playoff. Et c'est ce qu'on veut voir du côté des Arizona Cardinals. En plus, il a l'aide de ses deux receveurs qui sont justement mon dernier top sur ce match. C'est Phil Gerald et Michael Floyd qui sont tout simplement tonitruants, qui à la passe sont présents, qui arrivent à gagner des yards après la réception. Fait qu'ils sont vraiment fait ce qu'on attend de bons receveurs. Et ça c'est bien, voilà, ça permet vraiment de rassurer les Arizona Cardinals qui sont en plus à 7-2. Avec bon, certes encore quelques matchs de division à jouer, mais qui sont vraiment sur la route des playoffs. Donc je pense que voilà, avec ce trio offensif, si derrière on rajoute des coureurs comme Ellington ou des receveurs comme Brown, je pense réellement que les Arizona Cardinals peuvent jouer vraiment du côté... Ils peuvent aller jusqu'en finale de conférence, je pense. Avec un trio comme ça et l'aide des autres joueurs derrière, ça peut aller loin. Passons maintenant au top. Alors là, ça va être méchant, mais c'est un top 100% Seahawks. Je l'ai dit, ce match a vraiment reflété la saison des Seahawks. Alors, vous allez peut-être me trouver sévère, c'est vrai que les Seahawks ont quand même perdu que de 7 points. Mais malgré tout, quand on regarde le match, en fait, ne reflète pas le score, et c'est ça qui est dommage. Et donc, il y a de nombreux flops du côté des Seahawks. Déjà, les 2 tentatives de conversion à 2 points qui sont loupées. Je sais pas si c'est le stress ou autre. Mais bon, dans ces cas-là, je pense que vaut mieux quand même tenter une conversion à 1 point. Surtout quand on sait qu'on a un kicker comme Aoshka qui a, je crois, réussi 100% de ses kicks sur ce match. Donc, en fait, j'ai pas compris, voilà, pourquoi ils ont voulu tenter les 2 points de conversion. Après, c'est vrai que quand on court derrière le score, vaut mieux essayer de revenir plus rapidement. Et malheureusement, ces 2 points ont été loupés. En tout 4 points, donc vu que c'était 2 fois 2 points de conversion qui ont été loupés, ça fait 4 points qui leur ont échappé, là où ils auraient pu en avoir 2 s'ils avaient utilisé leur kicker. C'est dommage, et je pense que voilà, ça reflète en fait cette nouvelle loi qui a été votée donc cette année du côté de la NFL, de reculer en fait l'extra point à, je crois que c'est 33 yards, si je me rappelle bien, et donc bon ben de laisser le tout point de conversion à 2 yards. Donc forcément il y en a qui sont de plus en plus qui ont de plus en plus envie de tenter ces 2 points de conversion, mais malheureusement pour les Seahawks ce n'est pas passé. Bon, ensuite, j'en ai parlé tout à l'heure, mais la Legion of Porte ouverte, clairement, je pense que là, ce n'est plus la défense des Seahawks qu'on a l'habitude de voir. Bam Bam, Kem Chancellor n'est plus là. Enfin, n'est plus un bon défenseur. Sherman non plus, Lane non plus. Ouais, voilà, j'ai l'impression de plus voir la défense que j'ai l'habitude de voir, la défense qui a quand même fait 2 interceptions sur Tom Brady en Super Bowl. J'ai plus l'impression de voir cette défense-là. Et c'est dommage. C'est vraiment dommage pour les Seahawks. Ils s'en sortent pour l'instant. Mais combien de temps ça peut durer? Est-ce qu'ils peuvent se qualifier en playoff avec une défense comme ça? Je ne sais pas. Et c'est dommage. C'est réellement dommage. Parce que le problème, c'est que s'ils arrivent à se qualifier en playoffs, parce que faut avouer que la NFC ou du côté des wildcards, il y a possibilité quand même. Est-ce qu'ils arriveront à tenir derrière? Parce que derrière, ils affronteront quand même le 3e et le 4e qualifié. Alors, si on tombe sur la NFC West, on a de la chance. Mais s'ils tombent sur un autre truc, sur la NFC Est, pardon, excusez-moi, ils ont de la chance. Mais s'ils tombent sur une autre
sur une autre, sur une autre équipe. Malheureusement, j'ai peur qu'ils arriveront pas en finale de conférence ni rien. Donc voilà, faut vraiment trouver une nouvelle défense. Ou alors, que la défense se ressaisisse, voilà, tout simplement. Et enfin, dernier flop qui touche encore les Seahawks, mais c'est les receveurs. Tyler Lockett est à l'hôpital, on est d'accord. Bon, moi, il droppera pas les passes à 1 yard de la ligne pour permettre à Malcolm Butler de faire une interception. Mais après les autres, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a plus les receveurs qu'on a l'habitude d'avoir. Matthews a été coupé. C'est dommage, pourtant on avait fait un très bon Super Bowl, mais il a été coupé par donc les Seattle Seahawks. Et après voilà, il reste plus d'autres grands receveurs en fait. J'ai l'impression que c'est le désert. J'ai volontairement pas mis en fait Russell Wilson dans ses flops, justement pour la raison que j'estime que s'il n'arrive pas à gagner des yards à la passe, c'est pas qu'il est nul au lancer, c'est qu'il a pas de bons receveurs. Et donc, ben, forcément, il est obligé de faire des passes à la va-vite. En plus, encouragé par son offensive lineman de son offensive line qui est pas très performante non plus. Ou alors il est obligé de courir. Là où des fois, il est bon, il peut pas être excellent non plus. C'est pas un running back, Russell Wilson, malheureusement. Et ça se voit de match en match. En fait, il subit un peu le syndrome Andrew Luck, comme j'aime bien l'appeler. D'ailleurs, je crois que c'est, là encore une fois, Alain Mattei qui l'a souligné dans le podcast de Touchdown Actu. Il souffre en fait, comme Andrew Luck, du fait qu'il n'y ait pas de bons receveurs. Et donc, en fait, du fait de devoir chercher les solutions lui-même. Et justement, une stat a été passée durant ce match-là. Russell Wilson a couru 1/3 des courses de son équipe à égalité avec Marshall Lynch. Marshall Lynch est le running back, c'est celui qui doit courir normalement. Donc si Russell Wilson court 1/3 des courses de son équipe alors qu'il est quarterback, ça me prouve en fait soit qu'il n'y a pas de solution, soit que Russell Wilson est sous pression tout le temps. Et c'est les deux en fait. Donc voilà, c'est décevant de voir ça. Donc voilà, ça c'était pour les flops. On va passer maintenant aux autres résultats de la semaine. Alors, match donc de jeudi soir entre les Bills et les Jets. Victoire 22-17 des Bills pour le retour de Rex Ryan à New York. Mais s'il vous plaît la NFL, pensez aux daltoniens. Voilà. Ça c'était le petit mot parce que le coup des maillots unifiés verts et rouges, j'ai vu des images prises donc par des daltoniens, ils ne voyaient rien. Enfin, clairement, ils ne savaient pas faire la distinction entre les deux maillots. Alors pensez-y s'il vous plaît. Surtout que les deux maillots étaient ridicules. Voilà. Petit message, désolé. Ensuite, les Lions qui ont gagné donc 18-16 contre Green Bay. Green Bay qui n'a pas voulu de la victoire, j'ai l'impression, sur ce match. Qu'on laissé filer des occasions rêvées. Mais bon, ça permet au moins aux Lions de se rassurer. Et donc d'enchaîner une nouvelle victoire, ce qui est bien pour eux, enfin c'est bon pour le moral, voilà. Ensuite, victoire 10-6 des Buccaneers face aux Cowboys. Est-ce que je suis obligé de donner mon avis sur ce match? Voilà, rien que le score 10-6, ça en dit tout long sur ce match. Ensuite, les Panthers qui se sont imposés 27-10 face aux Titans. On a alors eu une phrase de Cam Newton adressée au linebacker des Titans. Si vous voulez plus me voir danser dans la end zone, empêchez-moi d'y rentrer. Donc le message est clair, je pense que ça s'adresse aussi aux autres défenseurs. Si vous en avez marre de voir Cam Newton danser dans la end zone, vous l'empêchez de marquer des touchdowns. Le message est passé, Cam Newton. Ça te fera 50 €. Ensuite, les Bears se sont imposés 37-16 face aux Rams. Je crois que je n'ai jamais autant vu Jay Cutler ressemblait à un quarterback génial, avec notamment, je suis désolé, mais une évaluation parfaite. Il a la meilleure évaluation de tous les quarterbacks de la ligue sur ce match. Il fait mieux que n'importe qui. Mais voilà, je pense que j'ai rien d'autre à dire. Rien que cette stat-là est géniale. Bravo Jay Cutler, en espérant que ça dure pour toi. Ensuite, les Saints ont perdu 47-14 face aux Redskins. Je pense que là, les Saints ont perdu leur défense.
c'est bon, elle a intérêt là, c'est bon. 3 fois qu'ils enchaînent plus de 35 points de prix par match, je pense que c'est mort pour eux. Mais notons quand même que ça a permis à Kirk Cousins, le quarterback des Redskins, d'être élu meilleur joueur offensif de sa division. Les Dolphins sont quant à eux imposés 20-19 face aux Eagles. Les Browns ont perdu 30-9 face aux Steelers. Et pour la semaine prochaine, Johnny Football Manziel sera titulaire. Voilà, la petite annonce vient d'être faite du côté des Browns. Les Jaguars ont quant à eux gagné 22-20 face aux Ravens. Les Vikings sont imposés 30-14 face aux Riders. Les Patriots de Tom Brady sont imposés 27-26 face aux Giants. Encore une fois des Giants qui ont failli faire créer la surprise, même si en soi, quand on connaît le passif de ces deux équipes, ce n'est pas une surprise. Et qui a vraiment inquiété sur ce coup les Patriots. Là, encore un petit message pour la NFL, s'il vous plaît. Éclaircissez-nous cette règle des touchdowns de réception. Parce que je ne comprends plus rien. Et je ne suis pas le seul. Pourquoi Holden Beckham Jr. n'a pas marqué de touchdown? Merci. Vous allez m'expliquer ça, la NFL. Vous avez 4 heures d'ailleurs. Ensuite, les Chiefs se sont imposés 29-13 face aux Broncos. C'est la revanche de Kansas City qui avait perdu à domicile. C'était il y a quelques semaines déjà contre ces Broncos. Et triste nuit pour les Broncos. Alors certes, Peyton Manning est rentré dans l'histoire en envoyant son ballon dans le Hall of Fame de la NFL, en devenant notamment la personne à lancer à gagner le plus de yards à la passe. Cependant, ce fut une journée catastrophique pour lui dans le reste du match, et avec une évaluation de 0 pointé, la pire évaluation pour un quarterback, qu'un quarterback peut avoir surtout. Et voilà. À titre indicatif, même Blake Gabbert fait mieux. Enfin, pour terminer, on a eu là encore une fois un match catastrophe entre les Texans et les Bengals. Un match catastrophe dans son ensemble, victoire donc 10-6 des Texans, mais franchement, pourquoi on nous diffuse ce genre de match en prime time? Clairement, j'ai même pas regardé jusqu'à la fin, tout simplement, ce match-là, parce que j'ai trouvé ça trop ennuyant, et à part les propos de Jay Wyatt, c'était tout plat. Malheureusement, on retrouve un Andy Dalton de prime time, mais c'est-à-dire un Andy Dalton qui n'est pas un bon Andy Dalton, qui en fait un Andy Dalton des playoffs, c'est-à-dire une personne qui ne permet pas de faire gagner son équipe. Et c'est dommage, les Bengals pouvaient jouer le perfect, et là ils se retrouvent avec une défaite. Bon, c'est pas grave, c'est dommage pour eux, mais c'est pas grave. Nous, sinon on se retrouve la semaine prochaine pour débriefer du match entre les Patriots et les Bills. Et sur ce, moi je vous dis adieu, bonsoir les amis.